Allez, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Ce soir, c'est les infos avec qui? Avec Lucas Bertolotto. Mon cher Lucas, comment vas-tu? Ça va très bien, mon Cali, et toi, comment vas-tu? Écoute, impeccable. Ce soir, on a du lourd, tu sais, on va commencer avec toi et puis derrière, on enchaînera avec Christian Labitte. Mais on va commencer avec toi, avec bien sûr les infos, mais juste avant, petit jingle. Lucas, on va parler bien sûr avec toi des 4 infos de la semaine. On va commencer notamment sur la première. On le sait, Gonzalo Quesada a signé au Stade français. Le Stade français qui continue son recrutement double XL. Oui, Gonzalo Quesada, il n'est pas venu tout seul, l'Argentin, il est venu avec un compatriote dans ses valises. Et c'est le troisième ligne, Marcos Kremer, de 22 ans, international à 21 reprises. C'est pas rien, c'est une très bonne pioche pour le Stade français qui fait pas un gros recrutement cette saison, mais qui fait un recrutement intelligent. Voilà, il rejoint Pablo Matera, son coéquipier en troisième ligne. Il s'est engagé jusqu'en 2023 à Paris. Ouais, c'est énorme, il faut le rappeler. Marcos Kremer, c'est quand même 52 matchs en Super Rugby, une finale de Super Rugby. Je pense qu'il y a du potentiel. Deuxième info, c'est un garçon que tu apprécies et que tu adores, parce que tu as toujours rêvé de jouer ce poste-là. C'est Brock James, qui signe aux Ospreys, qui sera responsable de l'attaque. C'est ça, j'ai toujours rêvé des mitaines et on va voir s'il entraîne avec les mitaines, Brock James, l'ancien ouvreur de Clermont notamment. Ben, ça y est, il est à peine retraité, qu'il a déjà un poste de coach aux Ospreys. Il rejoint le nouveau coach Toby Booth et il est suivi par James Hook, ça doit te dire quelque chose ce nom, qui lui sera en charge du jeu au pied de l'équipe. Ouais, ça va être énorme. Les deux quand même qui aiment ça. En plus, on le sait, on avait eu, rappelle-toi, Paul Gedraza qui nous avait dit que Brock James était assez pointilleux sur tous les petits détails. Deuxième info qui nous peine beaucoup, c'est la blessure de PCD Yato qui va être absente pendant plusieurs mois avec l'ASM. Ouais, c'est un coup dur pour les Clermontois. Le troisième ligne de 27 ans, auteur de 4 essais en 6 matchs de la saison dernière. Il a été opéré d'un genou cette semaine pour réparer son ligament croisé postérieur. C'est une opération assez lourde et il va être forfait pour plusieurs mois. On espère le revoir en fin d'année 2020. Il faut le rappeler, c'est quand même le phénomène de cet effectif de l'ASM. Lucas, on va parler d'un club, parce qu'on recevra juste après le manager. C'est Carcassonne, une équipe que je trouve assez incroyable, qui depuis de nombreuses années en Pro D2 joue un peu les troublions. Oui, elle joue un peu les troublions et elle ne cesse de grimper depuis le retour de Christian Labitte en 2017. 11e la saison dernière avec 11 victoires, 49 points. Voilà, c'est une équipe qui franchit des paliers petit à petit, qui a pu s'appuyer sur un homme fort, Gilles Bosch, le demi d'ouverture de 29 ans, avec 197 points en 17 matchs. Voilà, c'était vraiment le métronome de cette équipe. Malheureusement pour eux, il va quitter le club pour rejoindre Biarritz. Mais Christian Labitte nous en parlera sûrement. Il y a eu un recrutement intelligent avec de nombreux jeunes pour la saison prochaine. Thierry Futeux, Lucas Méré à l'ouverture, Enoka Mouliofi. Beaucoup d'espoir aussi avec notamment une charnière prêtée par le Stade Toulousain, Martin Pagerello et Baptiste Mouchous. Ça peut être pas mal pour le staff composé de Christian Labitte, de Mathieu Cidre et de Julien Seron pour faire mieux que cette saison et pour viser maintenant une place en première partie de tableau. On va essayer de titiller un peu avec Christian, de savoir un peu quelle est la recette, la bonne recette pour qu'il fasse marcher ce beau club de Carcassonne. Juste avant, on propose quoi? La petite pastille? Ouais, je pense qu'on peut proposer une petite pastille de présentation. Ouais. Allez, on fait ça et de suite après, on retrouve Christian. Allez, on est content de retrouver notre ami Christian Labitte. Christian, comment vas-tu? Super, et toi? Écoute, impeccable. On est content, il fait 40 degrés dans le vestiaire d'Absolu Rugby. On est en train de cuire comme des concombres. Tout va bien. Lucas, ça te fait plaisir de rencontrer Christian? Ça me fait très plaisir. Ouais. Un nouvel avant chaque semaine, ça fait du bien. Christian, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. On a envie de passer un bon moment avec toi. On va parler de plein de choses. Et on va commencer, comme on fait habituellement, tu vois, de parler de ta carrière de joueur et surtout de ta découverte du rugby. Parce que, chose incroyable, tu as commencé par le 13, toi.
Ouais, en fait, j'ai pas eu trop le choix, tu vois. Je suis né à Lézignan, pays en fait du 13, quoi, avec là où est né aussi Pierre Lacan. On a eu la même destinée tous les deux. On est passé par le 13 à Lézignan, on a joué jusqu'en cadet tous les deux. Et lui est parti à Béziers, moi j'ai fait le choix de partir à Narbonne. Mais bon, encore une fois, voilà, à Lézignan, tu n'avais pas le choix, il n'y avait que le 13 et je crois que de ma génération comme les générations précédentes et après, tout le monde a fait du rugby. On n'a pas eu le choix. C'était comme ça, c'était le sport national. Et, euh, et puis à la fois, c'était quand même le sport aussi détente et plaisir. Donc on se retrouvait avec des potes et c'était pas que du rugby, c'était aussi une forme voilà, de récréation et de plaisir avant tout. Ouais. C'était un peu une histoire de famille aussi, hein, Nash. Oui, c'est de famille. En fait, on est une grande famille, nous, à Lézignan, où mes cousins ont joué à 13. J'ai eu un autre cousin qui était entraîneur aussi, mais encore une fois, complètement à l'opposé de ce que allait devenir ma carrière, le 13, quoi. Le 13, c'était voilà, très, très chauvin. Les Ignanais, le 13 était quand même assez chauvin et aime son sport, aime pas trop se partager avec les gazistes. Et le fait de partir, c'était pas une trahison, mais ça ressemblait à ça. Ouais, c'est bien Lucas, parce que Christian est en train de nous dire qu'il était je pense, un gros précurseur sur le 13 et le 15. C'était le Sonny Bill Williams de l'époque, hein, si on ne dit pas de conneries, Nash. Hein, c'est ça? Ouais, enfin, faut pas exagérer non plus, mais l'avantage que j'avais, c'est que j'étais apparemment destiné à une belle carrière à 13 et c'est vrai que j'ai préféré tenter l'histoire à 15, même si au début, en toute honnêteté, Ouais. j'ai mis du temps à m'adapter et la place avant de me la faire, j'ai mis du temps. Donc voilà, deux rugby différents. Après, deux beaux rugby, quoi. Voilà, pour moi, c'est deux beaux sports, deux beaux rugby. Et je prenais beaucoup de plaisir à jouer à 13. Euh, bon, là, je n'ai pas joué longtemps, mais le peu que j'ai joué, j'ai pris énormément de plaisir. Ça, c'est une certitude, c'est un sport extraordinaire à jouer. Ce qui est bien, c'est qu'il faut le rappeler, tu vois, Lucas a été international junior à 13. Après, c'est bien, en 89, pardon, tu arrives à Narbonne et tu joues dans une équipe qui reste quand même incroyable, avec des garçons qui ont marqué ce club. Moi, je pense qu'il y a un garçon qui a marqué le club et qui m'a marqué physiquement, c'est Francis Desjans, il faut le rappeler. Mais je l'ai fait dernièrement à des confrères à vous, où j'avais fait une interview et j'avais parlé beaucoup de Francis. Euh, en l'occurrence Francis à Narbonne, parce que ça a été un garçon qui a marqué mes débuts, qui a marqué ma façon de voir le rugby, en tout cas quand j'ai commencé. C'est bien, il nous parle d'une histoire marquante et tout, mais il y a eu quelques épopées assez sympas, notamment en Challenge Yves du Manoir, si je me souviens bien. Ah Bien. oui, non, mais après, la force de cette équipe, c'était quand même qu'elle faisait partie des grandes équipes de ce championnat. On a passé, moi, j'ai eu la chance de participer dans un groupe et une équipe pendant 7 ans, où on faisait partie des meilleures équipes en France. On faisait partie des 4-5 meilleures équipes en France. Et justement, le paradoxe à tout ça, c'est qu'on n'arrivait pas à franchir le cap. Alors, on était très fort en Dumanoir, la seconde coupe, hein, donc le second championnat, entre guillemets. Il n'y avait pas la compétition, la Coupe d'Europe n'existait pas, donc c'était une vraie compétition qui se jouait vraiment. Les hommes étaient plus libérés, un peu moins sous pression et réussissaient mieux. Donc moi j'ai eu la chance d'en gagner un avec Narbonne à 18 ans en plus. Donc c'est marquant contre Bègle, l'année où en 91 ils sont champions de France. Perdre une finale contre Agen, contre Philippe Stella ce jour-là qui marchait sur l'eau. Mais c'était vraiment voilà, une coupe qui se jouait et qui était une belle réussite. Et en tout cas, pour nous, ça l'était, puisqu'on le gagnait réellement. Ouais. Après, paradoxalement, ce que je veux amener, pour franchir le cap en championnat, voilà, il manquait quelque chose. Et souvent, ce qui manque, et c'est peut-être aussi ben voilà, ces petites préparation d'avant-match, ou cette façon de faire, ou les hommes aussi, sûrement, qui faisaient qu'on n'arrivait pas à franchir le cap contre souvent le champion de France. C'était ça le plus terrible, c'est qu'on perdait souvent contre le champion de France. Nash, après cette épopée avec Narbonne, tu arrives en 97 au Stade Toulousain. Est-ce que tu t'en souviens
de ses débuts avec le Stade? Parce que moi, j'ai tout l'historique. Tu le sais, tu vas pas pouvoir passer à travers. Mais tes premiers aussi, pas, mais de moi quoi? aussi, mais moi aussi, j'ai toute l'historique. Alors, non, mais c'est vrai que ça a été dur. Hein, le choix était difficile pour venir à Toulouse parce que à cette période-là, j'avais quelques clubs qui tenaient à ce que je les rejoigne, et dont le Stade français, qui était à cette époque-là une belle équipe. Hein, on l'a vu par la suite. J'ai fait le choix du Stade parce que voilà, il y avait la proximité, il y avait la réussite aussi, et puis il y avait surtout ces joueurs avec lesquels, quand tu es joueur, avec qui tu te confrontes tous les week-ends et contre qui tu as peu de réussite, tu vas te retrouver à participer avec eux et peut-être à gagner. Donc ça a été un choix plus sportif, et aujourd'hui, avec du recul, je ne regrette vraiment pas. Si tu as une anecdote sur Cali, c'est maintenant ou jamais, hein, de toute ton histoire. Lucas, ben non. Alors ça, c'est très très difficile d'en avoir une. En fait, si tu veux, il y en a tellement sur Cali que mais Cali, c'est une anecdote à lui seul, en permanence. C'est pas une anecdote, et c'est la force de Christian, et c'est pas pour toucher les fleurs, mais c'est permanent. C'est permanent. Mais je suis... Caro doit s'éclater au quotidien, quoi, parce que en fait, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas passer un quart d'heure sans rigoler. Moi, j'ai le souvenir, Guy Novès, qui était notre père spirituel, notre gourou, un discours d'avant-match, enfin, un truc, tu vois, solennel. Guy était un peu remonté, un peu dans les tours, il était monté dans les tours dans le vestiaire. La porte s'ouvre du vestiaire, et puis on voit Cali, torse nu, passer sur le sol. Tout le monde était comme ça, écoutez Guy, sans un mot, pas les yeux vers le sol, et puis la porte s'ouvre. Cali qui rentre sur le ventre et il nous fait l'otarie en plein passage. Tu vois, on le voit passer sur le ventre comme ça en glissant. Alors l'autre, quand tu parles, Guy, il reste comme, voilà, sur le fait accompli, il est pris de panique, il ne sait pas. Puis il explose de rire et tout le vestiaire explose de rire. Voilà, c'en est une. Mais il y en a tellement que. Voilà, on n'avait pas la possibilité de pouvoir rester sérieux. Et même avant les matchs, même dans les plus grands moments de rugby qu'on peut vivre, parce qu'on a eu la chance avec Christian de vivre les plus grands moments qu'on puisse vivre, plus lui que moi, mais surtout lui avec l'équipe de France, forcément. Mais en club, on a vécu ce qui se faisait de mieux. Et malgré tout, il y avait la même ambiance et la même philosophie. Et c'est ça qui a rendu ce groupe aussi fort, je crois. Voilà, c'est de rendre les instants compliqués, difficiles, avec philosophie et humour et bonne humeur. Et c'est ce qui rendait, je crois, notre force, qui faisait notre force. Dernière question, Lucas. C'est la dernière fois que tu me mets comme ça en désavantage. Parce que je peux te dire, c'est 10% de ce qu'il peut dire. Donc c'est pour ça. Nash, ce qui est important de souligner, c'est que au-delà, comme tu dis, de vivre à côté d'un groupe extraordinaire, des joueurs fabuleux et tout, c'est aussi au long de toutes ces années de Stade Toulousain, tu as connu plusieurs troisième lignes avec qui tu as œuvré. Tu as eu des Sylvain d'Espagne, tu as eu, comment il s'appelle, Trevor Brennan, tu as fini avec Isito Lomaka. Comment tu pouvais un peu, je veux dire, pallier tout ça et pouvoir t'adapter à leur style de jeu? Ah, mais tu sais, je ne crois pas que, en fait, on ne s'adapte pas aux joueurs qui arrivent au Stade Toulousain. C'est les joueurs qui s'adaptent au jeu du Stade Toulousain. C'est une philosophie, tu le sais. Je ne crois pas qu'on puisse accepter de se mettre au service d'un système. Le système ne peut pas se mettre au service de joueurs. C'est les joueurs qui doivent se mettre au service du système. Moi, le premier, je suis arrivé d'un club où j'étais plutôt dans un profil rigoureux, dur. J'avais pris presque en Narbonne, je crois que j'ai pris 1 an et demi de suspension. Et je me suis adapté à une façon de faire qui a été l'opposé de ce que j'avais vécu pendant 10 ans. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce club était formidable et qui réussissait surtout. C'est que dans tous ces détails, forcément, ils comptent et ils te font franchir le cap, tout simplement. Et c'est vrai que ces troisième lignes, j'en ai eu j'ai participé et joué avec des troisième lignes exceptionnels.
Et tu les as cités pour le moins. Je crois que Isitolo Maka, quand il est arrivé, 145 kilos, à la muscu le jour, il nous dit venez m'assurer. On se regarde, il avait 220 kilos, il n'avait pas fait un brin de muscu avant. On s'est regardé, on a dit même à 4 pour tenir la barre, on va pas, si la lâche, on est mort. Donc un buffle, quoi, un buffle. Et ben voilà, Isitolo, il a pas trop réussi, même s'il a réussi dans son fonctionnement, mais il a eu du mal parce que physiquement, il était dans le dur, qu'au stade, quand tu arrives, tu le sais, quand il faut courir. Moi, les premières années, j'ai pas compris, quoi. Le ballon, on le touchait le jeudi soir. On faisait que tourner autour d'une piste et avec, avec les préparateurs qui étaient juste là pour nous faire courir et ça nous permettait d'être bien sur le terrain et c'était à nous adapter à ça. Voilà, tout simplement. Je crois que ça a été la réussite, en tout cas, de cette période-là. Ça a été surtout les hommes, mais aussi la façon de faire avec ces hommes-là. Ouais. Tu parles de réussite, il faut quand même rappeler qu'avec le Stade, tu remportes 2 boucliers de Brennus, 2 Coupes d'Europe aussi, et tu disputes 3 finales de Coupe d'Europe d'affilée, ce qui est pas rien quand même. Ouais, c'est pas rien. Quand tu vois ce que commencer pour y arriver en finale, aujourd'hui, les clubs français, on le voit, en Coupe d'Europe, c'est pas facile. Et puis la force qu'on avait, nous, en plus, pour y arriver, c'est que. Alors, c'est pas pour se jeter des fleurs, hein, parce que. Mais c'était sûrement une autre époque, on va dire, mais il n'y avait pas d'étrangers, quasiment pas. C'est-à-dire que les seules doublures, c'était les joueurs issus de la formation française. Donc, on tournait très peu. J'ai le souvenir en 2003 où on est champion d'Europe et derrière, on perd contre le Stade français en finale du championnat avec quasiment la même équipe, sans quasiment pas tourner, sans quasiment pas 10 joueurs étrangers arrivant de l'hémisphère sud pour densifier l'effectif. C'était les mêmes joueurs en permanence qui jouaient. Et dans cette saison-là, je me demande même s'il n'y avait pas ces doublons où on rejouait le mercredi et on rejouait le dimanche. Enfin, c'est ça qui était. Et c'est ce qui faisait aussi notre force, c'est qu'on jouait en permanence et ça nous permettait d'avoir des liens, de la relation entre nous, des automatismes et forcément une part de réussite. Alors, bien sûr, le seul regret, c'est ce doublé qu'on manque contre le Stade français, mais on est arrivé un peu à bout de course, on était fatigué et on a tenu 40 minutes. Après, physiquement, je crois pas qu'on avait le potentiel pour tenir. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, le palmarès, il est bien. Il a fini le Coupe de France aussi remporté. 5 titres, 8 finales. Ça va, quoi. Il y a pire. Hein. Christian, ce qui est important de souligner aussi dans tout ce qu'on est en train de se dire, c'est surtout la rencontre avec un homme qui aura changé beaucoup de choses, c'est Guy Novès. Forcément, tu sais, dans toutes les passes de ta vie sportive notamment, mais de la vie en général, il y a des hommes qui te marquent et des hommes qui sont ou là pour t'aider ou pas, mais ceux qui sont là pour te faire grandir. En tout cas, Guy a été un de ces hommes-là. Et dans cette période quasiment de 10 ans au stade, Guy a été celui qui, pour moi, a fait la réussite, en tout cas la mienne. Ça, c'est une certitude. Je ne crois pas qu'on attribue à l'entraîneur la réussite, on doit se l'attribuer à soi. Il faut être égoïste à des moments aussi et se dire que si on n'avait pas eu les qualités, Guy ne serait pas venu nous chercher, Guy ne nous aurait pas fait jouer. Mais il a été un des éléments moteurs et clés pour ma réussite. Et moi, ça, je l'ai toujours dit. Je crois qu'au-delà de notre affect, comme on pouvait s'aimer tous, hein, parce que cette période-là, il n'y avait pas d'homme qu'on n'aimait pas, on s'aimait tous. Et on s'aime encore, donc ça veut dire que ça a été très fort. Mais au-delà de ça, il a été celui qui nous a... Ça a été le berger, quoi, qui nous a conduit, qui a conduit le troupeau, quoi. Voilà. Et si... un beau troupeau. Et un beau troupeau, il y avait de braves béliers au milieu, là. Et si le berger décidait de traverser la rivière, même s'il y avait du courant, on y allait. Voilà. Et ça, ces hommes-là, quand tu les suis, même dans les moments les plus durs, ça veut dire qu'ils sont importants, ils sont marquants, et puis, ils sont la base de la réussite. C'est cet entraîneur, ce club, c'est ce qui t'a permis aussi de découvrir le 15 de France, après. Voilà, je crois que moi, il m'a permis de rebondir en équipe de France. Alors, c'était assez paradoxal là aussi, parce que j'ai connu l'équipe de France en première sélection
Enfin, tu dois t'en souvenir aussi, Cali, je crois que tu étais. En 99. 99, quand on joue les Écossais avec Gavin et Hastings, toute cette équipe-là, ils marchaient sur l'eau, ils marchaient sur tout le monde. Et moi, je suis arrivé cette semaine-là en équipe de France, où il y avait Scrella Villepreux comme entraîneur. Et c'était pas ils n'étaient pas en phase avec Guinoves, cette période-là. Donc moi, j'étais un peu le fils de Guinoves, entre guillemets, le pote, et ça s'était pas très très bien passé avec moi. En plus, cette semaine-là, si tu as le souvenir, il y avait eu une très mauvaise semaine auparavant parce qu'ils avaient perdu au Pays de Galles, les Français. Donc, on est arrivé, il y a eu des propos dans les médias, ils en ont tenu rigueur aux joueurs. Les entraîneurs ont dit, puisque c'est ça, vous vous entraînez, on viendra, on partira la semaine d'entraînement. Bon, moi, c'était ma première sélection, c'est sûr que ça ne m'a pas aidé. On a pris 30 en plus sur le match, il n'y a pas photo. Donc elle était marquante, cette première sélection, forcément, au Stade de France, on part de 30 contre l'Écosse. Mais bon, ça reste toujours un peu marquant parce que c'est la première sélection. Mais derrière, tu vois, il y a des silences parce qu'en 99, on est champion de France, on fait une belle saison et je ne pense pas être. Voilà, c'est pas avec prétention, mais je fais une belle saison. On a pris les joueurs à ma place pour faire la Coupe du Monde en 99, qui n'ont pas fait match d'ailleurs, qui étaient là parce que voilà, et on m'a écarté un peu de la liste, alors que, en toute honnêteté, je pense, j'aurais aimé la faire, en tout cas, parce que je pensais faire une saison qui méritait au moins d'être pris dans le groupe. En plus, en faisant la tournée en 99 dans le Pacifique et ne pas avoir la possibilité de faire plus. C'est comme ça. Mais c'est sûr que grâce au Stade Toulousain, grâce à ces années de succès et de réussite, ça m'a permis de faire, en tout cas, une sélection, plus quelques-unes avec la tournée en 99. Ouais. Nash, après 99, tu reviens aussi rapidement en équipe de France, sous l'ère Laporte, et tu fais notamment une Coupe du Monde en 2003. Ouais. Alors c'est beau parce que tu finis aussi là-dessus, quoi. 2003, c'est Bernard qui me fait confiance et qui me prend avec lui. Et voilà, donc voilà, moi, 2003, ça reste un souvenir extraordinaire en Australie en plus. Donc, faire une belle Coupe du Monde dans un bel endroit avec un groupe avec lequel on a vraiment adhéré, on s'est régalé, on a pris vraiment du plaisir, des hommes extraordinaires, un peu par la force des choses, parce qu'on était un peu coupé du monde, on était à l'opposé du monde, donc on n'avait pas le choix, il fallait se resserrer. Et puis une demi-finale perdue et voilà, donc moi, pour moi, faire participer à la Coupe du Monde un peu plus et arriver à demi, c'était fabuleux, quoi. Donc j'ai eu la chance, à l'équipe de France, dans mon malheur à l'équipe de France, j'ai que 17 sélections, d'avoir quasiment fait toutes les tournées, de ce qui se fait de plus beau, Australie, la Nouvelle-Zélande, Argentine, la Coupe du Monde. J'ai tout vécu. Samoa, Tonga, le Pacifique. J'aime pas beaucoup de sélections, mais finalement, j'ai peut-être les sélections les plus belles, quoi, et celles qui marquent le plus, quoi. À tout point de vue, hein. Ouais. Lucas? Ben non, mais c'est beau d'avoir quand même une carrière comme ça internationale. Derrière, tu finis ta carrière de joueur, donc tu retournes à Narbonne, tu pars en Angleterre pendant quelques mois, à Northampton. Et qu'est-ce que ça rappelle, ce petit passage du coup en Angleterre là? Génial. Génial, c'est un passage pas forcé parce que en fait, j'ai renouvelé la Coupe d'Europe après un passage à Narbonne où on avait abandonné la Coupe d'Europe, puisqu'il n'y était pas dans la Coupe, la Heineken Cup à cette période-là. Je renoue avec la Coupe d'Europe et je rencontre une équipe et un pays que j'apprécie, que j'apprends à connaître et que j'apprécie énormément, quoi. Les Anglais, vraiment, voilà. Moi, je sais pas, j'ai fait que 6 mois, parce que je suis arrivé en décembre. Mais en toute honnêteté, j'aurais pu, j'avais des regrets de pas avoir pu y aller plus tôt, quoi. Voilà. Mais à la fois, j'ai eu la chance d'y aller, de participer, de jouer à l'étranger, donc en Angleterre, et de finir en plus. Et de gagner à Noeta contre Biarritz, qui à l'époque a été une belle équipe, et de gagner en quart de finale à Noeta contre Biarritz, de jouer et de perdre en demi-finale. Voilà, donc c'était un peu, la boucle était bouclée, quoi. Et même si eux tenaient à ce que je reste, ils ont signé un contrat de 2 ou 3 ans, ils voulaient que je reste à tout prix. Bon, moi j'étais à bout de course, j'avais demande
vu l'envie de me cabosser sur les mecs, surtout que les Anglais, quand même, après leur rigueur, leur force mentale, là, 8 heures du matin, ils arrivent à l'entraînement, ils ont fait déjà 2 heures de muscu, les boucliers se pètent dans la gueule à 9 heures du matin, les arcades à 10 ans, ils continuent. Bon, je dis, c'est pas que j'ai pas envie forcément pour le rugby que ça représente, mais surtout pour voilà, l'implication qu'il faut y mettre. Et là, je pouvais. C'est bien parce qu'après cette épopée là aussi en Angleterre, tu as joué justement avec David Gérard ou pas? Voilà, l'année où j'arrive, il y avait David Gérard. On était ensemble et ça a été un des voilà, des artisans un peu de ma réussite et de mon intégration parce que bon, moi, tu connais mon anglais, Kali. Tu sais que bon, c'était pas non plus. Je suis arrivé un peu là, un Indien dans la ville, quoi, tu vois. Mais bon, ça m'a permis aussi de me remuer le cul, de me trouver les solutions pour voilà, pour communiquer, pour parler, pour me faire connaître. En plus, j'ai rencontré des joueurs extraordinaires. Il y avait dans cette équipe-là Carlos Spencer, il y avait Ben Quinn, il y avait Thompson, le tourneur d'Angleterre. Enfin, une pléiade de joueurs internationaux et l'entraîneur c'était Peter Sloan, l'ancien entraîneur d'All Black. Voilà, déjà extraordinaire avec lequel j'ai vécu. Sloan et Chardon, c'était pas le même. C'est pas le même. Non, c'est pas lui. C'est pas le même couple. Mais, et voilà. Ouais. Mais bon. Non, mais Lucas ne va pas comprendre parce qu'en fait, avec Christian, depuis de nombreuses années, on déforme tout. Lucas, on y est là. C'est l'instant technico-tactique de cette émission. Juste après la virgule, tu as des questions à lui poser. Qu'est-ce qui se passe après sa carrière de joueur, mon cher Lucas ? Ben après, il enchaîne directement par une carrière d'entraîneur, ce qui est assez étonnant quand même. Il y a pas eu beaucoup de temps entre la fin de ta carrière de joueur et ton début de carrière d'entraîneur. Comment ça se fait que ça a été aussi rapide ? Bah écoute, enfin, j'ai pas décidé quoi. Enfin si, j'ai décidé, mais j'ai pas. Ça s'est fait naturellement. Je suis revenu de Northampton, je me suis dit, je vais faire, un an pour peser le pour le contre, réfléchir sur mon avenir, sans vraiment réfléchir sur le fait que je puisse devenir entraîneur. Et j'ai le président de Carcassonne, Frédéric Calamel, qui est venu me chercher, qui était la tête un peu au fond du seau parce qu'il n'avait pas de résultats depuis des années avec ce club et qu'il aimait ce club, il était inspiré par ce club et investi. Et il m'a dit, voilà, moi je te donne les clés du camion, je crois que c'est la dernière chance pour essayer de me redonner un peu de plaisir et essayer de réussir. Voilà. Moi, on était comme Fédéral 2, hein, donc moi ça m'allait bien parce que je mettais les mains dans le cambouis, je démarrais à un niveau voilà, qui n'était pas forcément le haut niveau, donc je voulais apprendre sur le tas. C'était pas très loin de la maison, donc tout correspondait à ce que je disais oui, donc j'ai dit allez ok, je viens. Donc j'ai enchaîné rapidement puisque j'ai fini ma carrière rugbyistique en tant que joueur au mois de juin et j'ai rattaqué au mois de juillet avec une équipe que j'ai découverte puisque c'était une équipe qui était en place de faire le 2 et que j'ai découvert avec voilà, au moment. Et puis après, si tu veux, en attaquant ce fonctionnement, comme j'aime pas trop perdre, je leur ai annoncé la couleur. Alors il y en avait beaucoup qui l'avaient annoncé, ils n'avaient jamais réussi. Et moi j'ai eu la chance de réussir puisque j'ai dit en 3 ans, il faut qu'on soit en Pro D2. Donc bon. Conférence de presse, première conférence de presse, j'annonce ça. Bon, ça a fait rigoler beaucoup. Hein. Et puis finalement, 3 ans après, on était en Pro D2. Donc ça a été un enchaînement de réussite et de plaisir et de bonheur. Hein, parce que quand tu gagnes forcément et que tu franchis les étapes, eh bien, ce métier que tu as pris un peu à la va-vite, sans vraiment y réfléchir et parce que ça te plaît sûrement, eh bien, devient quelque chose qui te donne encore plus quoi, envie. Christian, mais quelles ont été les clés de ta réussite quand tu as commencé comme ça? Parce que quand tu annonces, comme tu dis, dans une conférence de presse, dans 3 ans je suis en Pro D2, les mecs se disent c'est un fou, il vient d'un autre. Mais ça a été quoi la clé de ta réussite? La clé, tu sais, pour moi, un entraîneur, la clé prioritaire, c'est 80% les joueurs.
10% de réussite et 10% de manière de faire. Ça, c'est mon sentiment. On le voit même aujourd'hui, les meilleures équipes, quand elles n'ont pas les internationaux ou les meilleurs joueurs, elles ne gagnent pas. Pourtant, le fonctionnement est le même. Donc les joueurs sont quand même 80% de la réussite. Ça, c'est la base. Moi, j'avais, je pense, une équipe qui correspondait à ce niveau-là. Je découvrais l'affaire L2, j'ai connu que le top 14, donc je ne connaissais pas trop ce niveau-là. C'est-à-dire que je me retrouvais du jour au lendemain à fonctionner avec 20 000 personnes dans les tribunes, jouer avec Carlos Frenzer et tout ça. À Carcassonne, on avait 200 personnes et des joueurs que je découvrais. Alors, c'est pas pour les offenser, mais qui n'avaient pas les qualités des joueurs avec lesquels je participais, tu vois. Donc, il a fallu me remettre. Mais j'ai découvert un groupe avec lequel j'ai vite adhéré. Je me suis mis avec eux dans le système rapidement. J'ai même participé à quelques matchs. J'ai vraiment participé, mais j'étais là. Et puis, voilà, on a fonctionné humainement. Je crois que j'ai été avec eux à 200%. J'ai suivi leurs attentes. Et puis voilà. Et puis après, c'est un lot de réussite et un enchaînement positif. Quand tu commences à enclencher, je me souviens, on arrive au premier stage, j'organise un stage avec cette équipe que je découvre. On le fait à Gruissant, comme tout le temps d'ailleurs, le stage. Et puis il y a un talonneur qui se blesse. Moi je ne connais pas les noms, donc je dis appelle l'autre talonneur. Et je me tourne, il était à la buvette avec la coupe et le ricard à la main. Bon, c'est pas possible. Bon, peut-être, voilà, tu vois, on n'a pas pu l'appeler, quoi. Ouais. Oui, c'est pas grave. Mais voilà, il faut l'accepter parce que c'est leur fonctionnement. C'était leur fonctionnement. Ouais. J'ai un peu durci le fonctionnement, j'ai un peu apporté quelques manières de faire sûrement, et puis voilà, l'entrée, la réussite, la chance sûrement, hein, parce que voilà, on ne peut pas tout s'approprier, et puis un discours, parce qu'à ce niveau-là, et ça c'est la force de ce championnat-là et de ce niveau-là, c'est que les hommes viennent pour le discours, et ça c'est beau, ils ne viennent pas pour l'oseille. Aujourd'hui, quand tu as un club avec des garçons qui prennent beaucoup d'argent, bah, même si le discours, ils s'en foutent, ils viennent quand même, ils assument le salaire et puis basta. Ils viennent pour autre chose, ils viennent pour un discours, une envie de venir pour prendre du plaisir et en donner. Donc voilà, ça c'est le côté positif de ce championnat. Ben, mon cher Kali, après Carcassonne, ben, il a connu ton ami Christian, il a connu plein d'autres clubs, enfin plein. Il a connu Aix, que tu as connu toi aussi. D'ailleurs, je vois que vous avez plein de points communs tous les deux, l'Angleterre, Aix, Toulouse, les conneries un petit peu. C'est pas mal, je trouve. Hein. Ouais, non mais c'est bien parce que en plus pour revenir sur ce parcours avec Provence Rugby, c'était un nouveau challenge aussi. Là, une reconstruction complète et puis tu finis champion de Fédéral 1, je m'en souviens, parce qu'à l'époque on avait fait le match avec Eurosport, on vous avait filmé, bon, vous étiez arrivé un peu fatigué. Ouais, à la fin, on était beaucoup fatigués. Beaucoup fatigué. Mais c'était aussi le fonctionnement que j'ai eu avec les hommes qu'il y avait, parce que je les ai découverts. C'est le discours de Lucien Simon qui m'a attiré, parce que Lucien, voilà, c'est un des présidents avec lequel voilà, j'ai fonctionné, avec lequel je fonctionnerai s'il me le demandait encore, parce que comme le président actuel que j'ai, Frédéric Alamel, c'est des hommes qui sont des vrais mecs, quoi, avant tout d'être des vrais présidents. Voilà, Lucien, bon, il m'a demandé, il a insisté, au début je ne voulais pas, Fédéral à une, je n'avais pas trop envie, il y avait un projet, mais voilà, il y avait des voyages privés derrière, donc il me dit, voilà, c'est du sérieux, on va avancer, on va aller loin, au moins donne-nous la possibilité de franchir un cap. Je dis, mais moi, donc puis pour Lucien, je dis, ok, j'y suis allé, au mois de février, je crois que je suis arrivé la première fois, puisque voilà, on a perdu pour la montée le match retour. On m'a demandé de rester, puisque le voyage privé c'est un peu plus impliqué la seconde année, mais Lucien était toujours le président. Et puis, on est monté, on est champion de France et on est monté en Pro D2. Et ça a été c'était extraordinaire. La demi-finale à Aix-en-Provence, le stade plein, avec un dénouement particulier, puisque c'était Chambéry, ils nous menait jusqu'à la 80e, et qu'on met la pénalité à la 80e, on gagne et on monte. Le stade était en effervescence, c'était génial pour cet endroit qui méritait d'avoir du rugby, quoi. Et j'ai pris un plaisir fou avec le groupe qu'il y a eu, les hommes qu'il y a eu, des Biciclia, des Dilamart, en fait, des hommes avec lesquels
des hommes forts de cette équipe qui ont marqué le club pendant des décennies. Et surtout Lucien Simon, avec lequel je finissais aussi, puisqu'il a arrêté de fonctionner dans le club. Et voilà, il a arrêté avec un titre. Et moi, j'étais ravi pour lui parce qu'il le méritait quand même. Et c'était la moindre chose qu'il parte avec quelque chose. Et puis l'année d'après, ça ne s'est pas très bien passé, puisque changement de président, forcément. Ce qui est normal, et je le comprends aujourd'hui, je peux entendre et accepter parce que c'est un monde professionnel. Et les changements de président, forcément, tous ceux qui sont dans l'ancienne présidence n'ont plus trop leur place dans la nouvelle. Voilà, c'est comme ça. C'est un patron d'entreprise qui reprend une entreprise qui tombe. Forcément, il essaye d'apporter du sang neuf, des hommes à lui. Voilà. Et j'ai fait partie du convoi, mais je l'ai bien pris. Et puis surtout, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de cette vie et de ce club pendant le temps que je suis resté. Ça, c'est une certitude. Christian, après cette aventure avec le Parc, à l'époque, tu reviens, tu passes par Narbonne, mais aussi tu reviens après à Carcassonne. Ben justement, là, à Carcassonne, en fait, c'est plus une histoire d'amis, là, c'est une histoire de famille. Ouais. En fait, je suis le pompier de service, tu sais. C'est quand les clubs prennent le feu, ils m'appellent pour essayer de l'éteindre. C'est pas le plus mauvais rôle. Hein. Ça dépend, hein, parce que c'est quand même c'est dur. C'est dur parce que je ne prends jamais les équipes qui sont en haut de tableau, tu vois, pour la montée. Ouais. J'aimerais avoir cette pression. J'aime bien l'avoir, cette pression de jouer le haut. Moi, j'ai eu tout le temps des clubs. Narbonne, après, juste avant, pareil, ils étaient derniers, ils me demandent de reprendre le club. On se sauve, mais. Et Carca, Fred me rappelle, à une période où le club est dernier, à 13 points de l'avant-dernier, au mois de décembre, à la phase aller, ils avaient gagné 2 matchs. Quand on s'est en Pro D2, quand il y a 13 points à la phase aller, pour revenir, c'est très compliqué. Et il me dit, voilà, on est mort, mais bon, au moins, si tu peux essayer de tenter quelque chose, il n'y a qu'avec toi que je pense qu'on peut réussir. Bon, moi, j'ai mis du temps J'ai mis du temps et pas tant que ça, parce que en toute honnêteté, ça m'aurait dérangé que ce qu'on avait pu construire pendant des années, la difficulté qu'on y avait mis pour arriver là où on en était, s'effondre en 6 mois, quoi. Ou en 1 an, ça m'aurait fait chier grave, quoi. Donc, j'ai dit, écoute-moi, je vais tenter. Voilà. Je risque pas grand-chose, d'une part. Je suis habitué à ce genre des histoires, hein, puisque je te dis encore une fois, chaque fois que les clubs sont pas bien, ils m'appellent. Et puis j'ai dit, allez, on y va. Et puis voilà, j'ai donné un air frais. On a enchaîné 7 victoires d'affilée. Et même là, c'était sympa parce qu'en fait, on a été sauvé à 2 journées de la fin à la sortie. Donc ça veut dire qu'il y a eu une belle réussite pendant un temps assez court. Et voilà, donc ça, c'est des belles histoires. À la fin, l'overall, tu l'as. Ouais. Forcément, c'est moi-là, mais tu sais qu'à la fin, quoi. Avant, c'est pas très simple quand même, parce que tous les week-ends, tu joues le couteau sur la gorge, les équipes qui veulent te battre forcément, et puis il faut trouver la formule pour essayer de ne pas rééditer ce qui se faisait précédemment, parce que sinon, tu ne réussis pas. Donc, voilà, il te faut trouver les solutions, trouver les discours, les hommes, et puis quand tout prend, voilà, même les moins bons que l'on était, en tout cas, à l'occurrence cette période-là, ils sont devenus très bons, puisqu'on a fait partie, je crois, de la 3e équipe de la phase de retour. Donc ça veut dire que la même équipe a réussi à se transformer. Du coup, tu disais, vous êtes maintenu pour ta première saison, 11e la saison dernière, 10e cette année avant l'arrêt du championnat. Quel est l'objectif là pour la saison à venir pour Carcassonne? Non, mais moi, comme je disais, c'est surtout la priorité, c'est de faire mieux que la saison d'avant. Voilà. La saison dernière, elle s'est arrêtée 10e alors qu'on avait un match de retard contre le dernier. Donc, en le gagnant, on aurait pu être 7e. Donc, si on faisait mieux que cette année, il aurait fallu faire l'année qui arrive 6e, donc d'aller qualifier. Et engranger un maximum de points pour éviter de jouer sous pression et de se mettre le danger, jouer avec le danger toute la saison. C'est ce qu'on ne fait pas trop mal depuis 2 ans, puisqu'on est quasiment, depuis 2 ans, en haut de à mi-décembre, on est quasiment dans les 5-6 premiers, quoi. Après, forcément, avec le temps, manque de profondeur de banc et on subit un peu, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on figure, qu'on fasse une belle saison, qu'on
voilà, on fasse le bon match, rendre voilà, au moins les gens qui viennent heureux et que les garçons prennent du plaisir. Ça, c'est ma priorité. Ça. Christian, il ne faut pas l'oublier que tu as construit ton groupe aussi cette année, comme la saison dernière, avec autour de vieux briscards, mais aussi pas mal de jeunes. Hein. Ouais, alors l'an dernier, j'ai fait un recrutement parce que bon, quand je suis arrivé il y a 2 ans, il a fallu que je refonde un peu le groupe. J'ai recruté, je me suis appuyé sur beaucoup d'anciens, beaucoup de joueurs avec de l'expérience et des joueurs que peut-être personne ne voulait et que à qui j'ai redonné vie. Et qui aujourd'hui sont impliqués à 200%, qui prennent du plaisir et qui se sentent impliqués dans le projet. Mais il commençait à y avoir un peu trop. Et puis, avec le temps, ils deviennent vieux et très vieux même. Donc, on a dit, il va falloir rajeunir un peu ce groupe. Alors, on a, et ça, c'est notre grosse force, je crois, garder la quasi-totalité du groupe. On n'a qu'un départ, hein, Gilles Bosque, qui s'en va à Biarritz. Après, tout l'effectif est conservé. Et à cela, on y a rajouté, j'ai tenu à rajouter de la fraîcheur, des jeunes, et on a recruté une dizaine de joueurs issus de formations diverses de clubs de qualité, de top 14 notamment. Voilà, des joueurs de 20 ans, 21 ans. J'en ai recruté un en Féral 2, j'en ai recruté 2 du Stade Toulousain, 2 de Bègle, 2 de Perpignan. Des joueurs que bien souvent me prêtent, et de Bayonne aussi 2. Qu'on me prête, comme qu'on me prête surtout parce qu'on a la sensation qu'on peut leur faire franchir un cap. Voilà. Et moi, je suis le garant de ça et j'essaye, et je l'espère, voilà, je veux les rendre, voilà, je veux être le tremplin pour qu'ils puissent essayer peut-être de faire une carrière derrière en top 14 ans. L'exemple le plus marquant, ça a été celui de Thomas Ramos et son prêt à Colomiers. Je pense que maintenant, c'est exactement ce que toi, tu veux aussi donner avec les joueurs qui te sont prêtés cette saison. Mais c'est le cas idéal, mais tu sais, enfin, aujourd'hui, on le voit à lui parce qu'il est au Stade Toulousain, mais j'ai eu dans le passé des joueurs. Alors, il n'y avait pas cette forme de prêt qu'il y a aujourd'hui, mais beaucoup de joueurs, en tout cas chez moi, parce que moi je peux en parler, on rebondit en top 14. Je pense à des Pierre Aguillon, à des Félix Le Boris, à des Laurent Delboubès. Il y en a du Kojo à Oyonnax. J'en ai 7-8 qui ont après évolué en top 14. Et quand je suis allé les chercher, personne ne les connaissait. Donc aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont en espoir. Personne ne les regarde en espoir. Personne ne les fait jouer en une parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les effectifs de top 14 ne permettent pas à ces jeunes d'avoir du temps de jeu. Voilà, nous on est la transition, on peut être le tremplin. Pour nous, c'est les économies, hein, parce qu'on en a besoin dans cette période difficile en étant déjà pas très riche. Et si en plus on peut donner le plaisir aux jeunes de jouer à un bon niveau quand même, parce que la Pro D2 aujourd'hui c'est un très bon niveau, et qu'en plus derrière ça peut la faire rebondir, écoute, voilà, c'est la solution idéale. Et moi, je prône cette solution depuis des années et des années. Alors c'est bien parce que tu vois, en fin d'émission, tu nous parles des jeunes et c'était une très bonne question, Lucas, parce que tu vois, on a parlé de Carcassonne, on a plein de choses. Ben justement, tu sais, on a mis en place avec Lucas, ça sera toujours le même principe, le gage ou la question mystère. Alors donc on te laisse le choix. Est-ce que tu prends le gage ou la question mystère? La question mystère. Salut mon Christian, Nash pour les intimes. J'avais une question pour toi, assez importante, qui me trotte dans l'esprit depuis pas mal de temps. Je voulais savoir que pendant tes périodes de Provence Rugby, as-tu déjà décalé un entraînement pour aller à la pêche? C'est quelque chose d'important qui trotte dans la tête de beaucoup de joueurs. Donc réponds-moi franchement. Bisous. Bon, je pense que tu as reconnu ton fils adoptif, Eddy Labarthe, la légende de Provence Rugby. Ouais, dis. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Ouais, la question, elle est non, j'ai pas pu, hélas, parce que j'étais trop loin de l'endroit où je vivais et où je pouvais participer avec plaisir. Mais sinon, je l'aurais fait, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais souvent, on m'attribue en fait à mes plaisirs le fait de passer en priorité à mes plaisirs. Alors, c'est faux. Mais je les fais participer. Je fais participer mes plaisirs. Je fais participer à tout le monde ce que je fais. Ça, c'est mes certitudes. Pour moi, en tout cas, la vraie philosophie, et c'est ce que les grands managers souvent la comprennent, c'est que pour être bien sur un terrain, il faut être bien dans la vie.
si ton plaisir, eh ben, c'est d'être, en l'occurrence moi, ben, dans la nature et participer à des choses qui me plaisent, alors dans la mesure du possible, on va faire tout le temps parce que c'est pas. Mais si on peut donner du plaisir au mec, le rendre heureux, pour que quand il nous revienne, il soit encore heureux et qu'il nous donne le maximum de lui, ben voilà, moi ça c'est ma vraie philosophie. Quoi, voilà. Après, il faut rester dans le supportable forcément, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais voilà, la priorité c'est ça. Mon cher Christian, merci beaucoup en tout cas pour ta belle réponse, merci pour ce beau moment, on a appris plein de choses et puis surtout de belles anecdotes et puis l'avenir avec bien sûr Carca. On te souhaite que du meilleur, que des belles choses et je sais que tu aimes bien jouer aussi les Troubillons dans ce championnat, la Pro D2 que tu affectionnes. Lucas, merci. On peut conclure sur quoi? Ben, genre lui souhaiter de faire mieux que cette saison, la saison prochaine. Écoute, c'est ce qu'il souhaite, donc on peut lui souhaiter. Eh ben, Merci les gars, plaisir. merci à vous. Merci Christian. Bye bye.